Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Plus de 5000 personnes déguerpies d'une zone du camp Ouezin Koulibaly de Bobo Dioulasso, une opération face à laquelle des riverains ont manifesté leur désapprobation. Une vingtaine d'arrestations et des blessés ont été enregistrés. Parlant toujours de déguerpissement des populations résidant dans une zone devant abriter la cité des forces vives à Tinkodogo dans le cadre du 11 décembre 2019, se retrouvent également sans abri des détails dans cette édition. Le G5 Sahel est désormais piloté par le Burkina Faso, ce qui constitue une opportunité politique et diplomatique pour le pays. C'est ce que nous dit notre invité Oumarou Paul Kwalga, spécialiste en relations internationales. Bienvenue à tous et très ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur Radio Liberté. Nous débutons par cette information en bref. Dans un communiqué, l'état-major général des armées a annoncé l'attaque d'un détachement militaire du groupement de forces de sécurisation du Nord par les terroristes mardi à Oursi dans la région du Sahel a occasionné la mort de 5 gendarmes et 3 autres blessés, dont 2 dans un état grave. Toujours selon le communiqué, la contre-offensive de cette attaque par les forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser 21 terroristes. Cap à présent sur le tribunal militaire où se déroule le procès du putsch manqué. 2 témoins étaient à la barre ce mercredi. Idrissa Koumbem nous en dit plus. L'audience de ce jour a été consacrée à l'audition des témoins Edi Komboyego et de Kanu Koulibaly. C'est d'abord le président du CDP, Edi Komboyego, qui a terminé son témoignage débuté hier mardi. Pour ce qui lançait des événements du 16 septembre 2015, on peut retenir qu'il a participé à une réunion dans la matinée du 16 septembre au siège du CDP pour discuter des candidatures de certains de ses camarades qui avaient été invalidés. On note également qu'il a réitéré aujourd'hui que c'est lui qui a remis la somme de 15 millions au premier vice-président de son parti, Achille Tapsoba. Il ajoute que la dite somme devrait être servie dans le cadre des activités du parti, mais les témoins refusent catégoriquement de répondre au procureur militaire quand ce dernier lui demande de savoir d'où il a trouvé cette somme. Je refuse de dire les sources de financement de mon parti, rétorque-t-il au parquet militaire. Toute chose qui fait dire au parquet militaire que si les sources de financement étaient saines, les témoins n'auraient aucune raison de ne pas donner l'origine des 15 millions. Après le président du CDP, c'est le lieutenant-colonel de gendarmerie Kanu Koulibaly qui s'est présenté à la barre. Commandant du groupement mobile au moment des faits, il a soutenu à l'audience qu'il a reçu l'ordre dans la soirée du 16 septembre du commandant de la 3e région militaire, le colonel Serge Ouedraogo, d'engager ses hommes pour des patrouilles dans la nuit du 16 septembre. Il affirme avoir répercuté l'ordre à ses commandants d'unité qui, à leur tour, ont décidé de ne pas exécuter les ordres car ceux-ci estimaient qu'il n'était pas opportun qu'après ce qui s'est passé les 30 et 31 octobre, d'opter pour la répression dans ces genres de situations. Il affirme que ses collaborateurs lui auraient proposé de faire des patrouilles de sensibilisation et d'ajouter que ces patrouilles ont eu lieu 3 fois, mais dans la journée. Il affirme également que sur instruction du colonel Serge Ouedraogo, il est rentré en contact avec le chef de corps du RSP, le commandant Abdoulaziz Korogo, pour récupérer du matériel de maintien d'ordre qui était essentiellement composé de 700 grenades lacrymogènes. Mais il précise que ce matériel n'a pas été utilisé. Pour le général Gilbert Dendéré, cette déclaration du témoin montre à souhait que la hiérarchie militaire était bel et bien impliquée dans le putsch, tout en précisant que c'est d'ailleurs le chef d'état-major de la gendarmerie nationale qui lui avait exprimé le besoin du manque de matériel de maintien d'ordre lors d'une réunion qu'il a eue avec la hiérarchie militaire dans la nuit du 16 septembre. L'audience reprend le vendredi 8 février, toujours avec l'audition des témoins.
Alors qu'elle partageait un espace avec le camp Ouezin Koulibaly à Bobo Djilasso depuis 1906, des populations ont été déguerpies et bon nombre se retrouvent dans la nature. Plus de 5000 personnes étaient concernées par ce déguerpissement, selon Jean-Jacques Thioye, secrétaire général de la section Oué du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP. Joint par Dasmane Nyangane, il revient sur le contexte de ce déguerpissement. Le lundi, il y a eu un déguerpissement au niveau de la zone de Kunima. Il faut dire que c'est un espace qui, depuis 1906, est partagé entre le camp et les populations riveraines. Voilà, donc c'est pour dire que les populations avaient des habitations spontanées à ce niveau et un lieu de jardinage. Et donc, cette cohabitation-là a continué et ce n'est qu'en 2018 que l'ordre de déguerpir venant de la mairie a été arrêté. Le MBDHP a entrepris des démarches pour échanger avec les autorités, puisque avec la population, on a été saisi pour essayer de voir pour qu'on ne les déguerpisse pas. Ou bien s'il y a un déguerpissement, au moins qu'ils aient des habitations où se loger. Maintenant, il se trouve qu'actuellement, les populations ont été déguerpies. Il n'y a pas d'habitation pour les populations. Les populations sont en train d'errer dans la nature. Il faut dire qu'également, au mois de décembre, on a reçu la visite du comité exécutif national du MBDHP. Lors de cette visite, on a été même sur les lieux. En son temps, on a eu à faire un recensement de 5072 personnes qui allaient être déguerpies. Voici un peu le contexte dans lequel on a évolué et qui s'est soldé par un déguerpissement, malgré qu'il y avait des initiatives pour ne pas créer des violations de droits humains. Et aujourd'hui, vous comptez faire d'autres démarches, surtout que vous dites que des gens sont dans la nature? Nous sommes en train d'analyser la situation. Pour le moment, et selon ton connaissance dans les démarches, il y a des stations et des blessés. Au niveau de la police, on a connaissance de 25 arrestations. Et pour ce qui est de ces arrestations, les chefs d'accusation, c'est attroupement illégal, manifestation illégale, destruction de biens et puis acte de vandalisme. Pour ce qui est des blessés, on a connaissance de 2 blessés. Déguerpissement toujours et cette fois-ci à Tinkodogo où des populations ont aussi été déguerpies le lundi dernier d'une zone non lotie qui devrait accueillir la cité des forces vives dans le cadre des festivités du 11 décembre 2019. De nombreuses personnes se retrouvent aussi dans la rue. Julien Lompo, un membre de l'Organisation démocratique de la jeunesse du Boulougou, nous confie que sa structure contribue à la recherche d'abris pour les victimes de cette opération. Il a été joint par Dasmane Nyangane. Depuis le déguerpissement de lundi 4 février, nous avons de nombreux déguerpis, au-delà de 500 déguerpis, qui parmi eux, nombreux sont encore dans la nature, sans abri, qui dorment dans les anciennes maisons tombées à moitié, sous les arbres. Et il y en a qui ont trouvé de quoi dans des cours où on les a accueillis, mais là-bas aussi, ils dorment à l'air libre dans la cour puisqu'il n'y a pas assez de place pour eux. Nous avons également des gens qui sont dans la nature, on ne sait pas où ils sont exactement, on n'a pas l'air nouvelle. Nous avons également des arrêtés, notamment au nombre de 3, qu'on n'arrive pas toujours à rentrer en contact avec eux. Nous avons aussi malheureusement un cas de décès, une fillette d'environ 1 an, du nom de Bonkongo Aïcha, qui avec les gaz lacrymogènes dans la matinée, la maman a fui laisser le bébé, qui a pris suffisamment du gaz et que par la suite malheureusement qui est décédé. Donc présentement nous avons de nombreux sans-abri, il y a même qui ont eu des destinations, mais bon, des destinations qui ne sont pas de leur, donc toujours dans ce souci-là. Voilà exactement la situation qui prévoit l'étape actuelle au niveau de Yorgan Amdallah et Tinkodogo. Est-ce qu'il y a des initiatives à l'endroit de ces populations déguerpies? Oui, les initiatives au niveau de
l'ODJ Boulgour. Présentement, nous trouvons quelques refuges de destination pour certains. Vraiment très peu vu de leur nombre. Nous avons de la peine à pouvoir tous les recevoir. Donc nous sommes dans la prospection des lieux pour les accueillir le maximum. Et pour les arrêter, nous avons saisi le MDASP qui est rentré en contact avec la brigade territoriale. Mais jusqu'à présent, le MDASP ne nous dit pas, ils n'ont pas encore pu rentrer en contact avec les détenus. L'opposition politique dénonce une mauvaise gestion de la crise sécuritaire par le pouvoir en place. Elle s'est exprimée le mardi au cours de sa traditionnelle rencontre avec les hommes de médias. Réagissant lors de cette conférence de presse à une question sur la crise au Venezuela, Jean-Hubert Bazier, président de l'Espoir, a fait savoir que l'opposition n'a pas dégagé une position commune sur cette actualité. Nous l'écoutons. L'opposition est plurielle dans ses orientations, dans sa philosophie, parce qu'il y a plusieurs partis politiques d'obédience philosophique différentes. Il y a les libéraux, ceux qu'on les qualifie de libéraux. Il y en a dont l'inspiration relève des doctrines plus ou moins autoritaires. Il y a ceux qu'on appelle les sankaristes. Nous sommes divers, à l'image même de notre peuple. Et selon les tendances de chaque parti, il y a une solidarité internationale qui s'affirme. Le Venezuela a connu une ère prospère avec son président Hugo Chavez. Le Venezuela est un pays qui est très riche. Si ce n'est pas le premier, c'est le deuxième en hydrocarbures au monde. Et la qualité de ces hydrocarbures a été prouvée. Et le premier à utiliser ces hydrocarbures, ce sont les États-Unis. Le président Chavez a eu à contribuer sur le plan de la solidarité internationale à une aide pour les pays qu'on qualifie en développement et les pays qui luttent pour leur indépendance à l'époque et les pays plus ou moins émergents. Nous n'avons pas dégagé une vision consensuelle par rapport à cette question internationale. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. J'exprime mon sentiment en tant que militant de la révolution démocratique et populaire. Sans transition en sport, et nous parlons de la CAN U20. Les étalons juniors ont été battus ce mercredi par les Aiglons du Mali par le score de 0-1. Une situation qui compromet sérieusement les chances de qualification des poulains de Séraphin Dargani qui ont déjà été battus par le Ghana 0-2. Avec 2 défaites, les étalons se placent désormais en dernière position de la poule B. Ceux-ci seront mieux situés sur leur sort après le match Sénégal-Ghana. Actualité hors de chez nous, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté la semaine dernière par la Cour pénale internationale, bénéficie d'une liberté conditionnelle en Belgique. L'annonce a été faite mardi soir par la dite Cour. Depuis samedi dernier, Bruxelles avait annoncé avoir accepté d'accueillir Laurent Gbagbo. Au Sénégal, l'ancien président Abdoulaye Wade a appelé mardi la population à s'opposer pacifiquement à la tenue de la prochaine élection présidentielle prévue le 24 février. Il a de ce fait dénoncé le rejet de la candidature par le Conseil constitutionnel de son fils Karim Wade et celle de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Nous avons choisi de nous opposer à la tenue d'une élection entièrement fabriquée dans le seul but de faire réélire le président sortant, a-t-il déclaré. Résident en France, son retour au pays est annoncé pour jeudi prochain. La page invitée. Le Burkina Faso à la tête du G5 Sahel est une opportunité politique et diplomatique pour le pays. C'est l'avis du diplomate de formation et spécialiste en relations internationales Oumarou Paul Kwalga. Pour lui, cette force conjointe va permettre une montée en puissance des différents pays dans la lutte contre le terrorisme. Il est notre invité et il répond aux questions de Danouma Ismaël Traoré.
Oumarou Paul Kwalara, bonjour. Bonjour monsieur. Le Burkina Faso assure la présidence tournante du G5 Sahel. Que représente cela pour le pays? C'est d'abord une bonne opportunité, quelles que soient quelques réticences de part et d'autre, parce que ça va nous permettre d'avoir une tribune hautement politique et diplomatique. Donc au niveau politique, on va essayer d'affirmer notre leadership au sein de ces 5 États et ça va nous permettre effectivement de montrer que nous avons un certain nombre de capacités quand même à pouvoir rebondir après les dernières attaques qui ont été multipliées depuis un certain temps. Donc au niveau politique, je pense que ça va mettre en orbite le Burkina Faso dans son ensemble, mais également aussi donner une certaine possibilité à nos dirigeants de pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Au niveau diplomatique, c'est sûr que le Burkina Faso sera également sous le feu des projecteurs. Il va avoir beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres et cela va permettre également à notre pays de montrer à la face du monde, mais également à l'ensemble de ses partenaires qu'on a effectivement un pays qui, malgré différentes attaques, est un pays qui vit au quotidien, c'est un pays qui est capable d'être résilient face aux menaces en tout genre, mais notamment surtout face aux menaces sécuritaires. Donc ça, c'est déjà, à mon sens, le premier niveau et le premier avantage d'habiter ou d'exercer un mandat pendant une année pour le Burkina Faso. Maintenant, à côté de cela, il faut dire que ça va nous permettre en termes d'affirmation et de pouvoir faire avancer, bien sûr, pas le Burkina seul, avec l'ensemble des autres États du G5 Sahel, de consolider les acquis engrangés depuis la création de ce G5 Sahel. Alors, est-ce que de ce point de vue, il faudrait s'attendre à une offensive d'envergure du G5 Sahel contre les groupes armés qui sévissent en ce moment au Burkina Faso? Non, la volonté hier s'est affichée. Il est aussi bon de rappeler que quand on parle des G5 Sahel, effectivement, on se focalise uniquement et en général, évidemment, c'est peut-être la médiatisation qui n'est pas bien articulée, c'est la force conjointe. Sur le volet sécuritaire et militaire, évidemment, il y aura cette envie d'aller plus en avant, d'aller plus dans l'offensive et de pouvoir, à défaut d'éradiquer totalement la menace, mais au moins de minimiser la capacité de nuisance de ces forces terroristes, non seulement au Burkina, mais également sur l'ensemble des 3 frontières dans un premier temps, parce que ce sont les pays les plus fragiles. Je parle du Burkina, du Mali, du Niger ou le Dictaco-Gourma. Et puis ensuite, sur l'ensemble, il va y avoir une montée en puissance, en capacité opérationnelle, évidemment, des forces de défense et de sécurité sur ces zones-là pour essayer de moins ramener un peu l'attitude pour les populations. Mais à côté, il y a aussi ce volet ou ce pilier du développement qui devrait pouvoir permettre au Burkina Faso, sur son leadership, de mener à bien un certain nombre de projets prioritaires qui ont été identifiés à tous les niveaux, en commençant par les infrastructures de base, écoles, routes, construction, les chemins de fer, ainsi de suite. Et puis, de permettre aux populations qui sont les véritables bénéficiaires, notamment, je parle de la frange jeune et des femmes, de pouvoir être résilient vis-à-vis des menaces en tout genre. Il y a évidemment la question du terrorisme, mais il y a aussi également les questions de migration. Il y a aussi le grand banditisme. Donc, sortir ces populations-là de ces facteurs en général qui les entraînent, parce qu'ils n'ont plus le choix, vers des aventures, à mon sens, qui n'ont pas d'avenir. Alors, est-ce que sur le volet sécuritaire, justement, le G5 Sahel n'est pas limité, vu le fait que le G5 n'a pas le soutien technique de l'ONU et il y a également la non-participation de l'Algérie et du Nigeria, qui en tout cas sont des partenaires stratégiques dans la lutte contre ces groupes armés-là? Non, il faut relativiser en cette perception des choses. Si vous dites que vous n'avez pas le soutien technique, je dis que c'est pas totalement juste, parce que il faut comprendre que cette organisation, qui est une organisation régionale évidemment, qui regroupe les 5 États que vous connaissez, a eu d'abord, si vous voulez, le soutien politique de l'ONU qui l'a endossé, même si aujourd'hui les efforts qui sont menés de part et d'autre, c'est de mettre cette force conjointe-là sous le mandat de l'ONU qui est plus robuste et qui va permettre à la force de pouvoir mener beaucoup plus d'actions et d'envergure avec beaucoup plus de ressources. Mais pour ce qui est du soutien, ça c'est sans ambiguïté, l'ONU, avec son Conseil de sécurité qui se charge des questions de paix et de sécurité, a donné son aval, bien sûr en endossant le soutien de l'Union africaine et de la CEDEAO. Donc tous ces partenaires étatiques, mais également au niveau multilatéral, apportent leur soutien d'une manière ou d'une autre à cette force conjointe du G5 Sahel. Maintenant, peut-être que le vrai défi, ça va être comment est-ce que entre les promesses de soutien en termes financiers et les mécanismes qui permettent de pouvoir très rapidement mobiliser les ressources et de décaisser pour pouvoir faire face à ces défis-là qui, à mon sens, doivent être l'enjeu majeur. Sinon, au niveau des défis, il en existe, mais je pense que les experts travaillent sur la question pour que ce goulot d'étranglement-là puisse être levé très rapidement afin que les fonds puissent être décaissés et que la force soit plus opérationnelle et plus offensive. Maintenant, par rapport à l'Algérie, dans cette lutte, l'Algérie également est partie prenante, mais il y a aussi une doctrine, ça on ne le dit pas
très souvent de l'Algérie, selon laquelle les forces algériennes ne se retrouvent pas en général en terre étrangère pour combattre. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait une très bonne coopération, une concentration entre les États du G5 Sahel et l'État algérien en termes de synergie, échange d'informations et renseignements. C'est vrai qu'il y a une attente légitime de la part des populations de voir l'Algérie parce qu'elle est plus aguerrie, mais il faut aussi respecter la souveraineté des États et leur doctrine en matière militaire. Oumarou Paul Koualaga, je vous remercie. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Tiona Sanogo était à la réalisation. Excellente suite de programme sur nos antennes.